Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'été. Approchez-vous et découvrez la belle équipe de 28 minutes qui vous accueille. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Et l'actualité, c'est le Royaume-Uni qui s'est doté d'un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Andy Burnham, il est travailliste et s'est donné une mission, réenchanter la politique. Britain needs to show the world that we can regain our stability. I know people at home are fed up with politics. We have not been good enough and we need to be better. Alors après les scandales et les échecs de Keir Starmer, Andy Burnham peut-il remettre sur pied un royaume en souffrance économique, rapprocher la politique des citoyens? Suffira-t-il à stopper l'ascension de Nigel Farage et de son parti populiste Reform UK? 10 ans après le Brexit, quelle relation entre Londres et l'Europe? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui pourraient être commissaires d'exposition au musée de la Chronique, oui, tant ils maîtrisent le sujet, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Au menu ce soir, Marjorie. On va partir en Italie où une nécropole antique vient d'être découverte dans un drôle d'endroit, sous une usine de pâtes. Typiquement italien. Ah oui, en effet, voilà ça. Et vous, Théophile? Plusieurs départements français sont en vigilance incendie. Un feu est en cours en Gironde. Hier, c'était dans le Var. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour les éteindre, mais aussi comprendre leurs origines. Comment font-ils enquêter pour comprendre les origines des feux de forêt? Je vous raconte comment ça marche. On vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, partons dans la maison de Monsieur Molière, là où les rires bondissent sur les murs de pierre. Bon, ne cherchez pas cette phrase, bien qu'élégante, ne figure pas au répertoire du français, non, peut-être un jour, j'espère, car il se passe d'étranges choses, place du Palais Royal à Paris, 3 heures avant la représentation de Macbeth. Tel est le début du film de la Comédie Française qui nous emmène dans les coulisses de l'institution où tout peut très vite virer à la catastrophe. La co-autrice et comédienne du film, Pauline Clément, s'est amusée à rire sérieusement du théâtre et elle vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Pauline Clément. Bonsoir. Alors vous êtes comédienne, sociétaire de la Comédie Française, le film de la Comédie Française réalisé par Bertrand Huskla et Martin Darondeau, dont vous êtes la co-scénariste. Ça sort demain, sur tous les écrans de cinéma. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir. Alors forcément Pauline Clément, on a l'impression de tous connaître la Comédie Française, mais on ne connaît pas véritablement le bâtiment. Vous-même, quand vous êtes rentrée à la Comédie Française, est-ce qu'il y a une légende un peu étrange qu'on vous a racontée tout de suite, la première qu'on vous a racontée quand vous êtes rentrée? Non, je me suis dit, c'est vraiment quand même une entreprise parce que je suis arrivée et je me suis beaucoup perdue au début. Puis je suis allée dans un bureau et j'ai dit, il faut m'expliquer comment ça marche ici. Et on m'a donné une petite carte en me disant, ça c'est ta carte de cantine. Et ça c'est une carte pour aller au musée et tout ça. Et je me suis dit genre, waouh, mais c'est pas du tout ça que je voulais comme explication. Et j'ai mis du temps à comprendre tous les codes. D'accord, et d'ailleurs c'est le début du film, d'ailleurs c'est un peu ça, on sent que vous êtes un peu traumatisé par les codes et la carte surtout pour rentrer à la Comédie Française, une scène très drôle avec Guillaume Gallienne. On va parler de tout ça dans un instant avec vous, mais on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour parler de cette Comédie Française et c'est Olivier Boucreux qui va vous l'expliquer. Pauline Clément, vous passez des grands textes au format court et de la scène au cinéma. Avec de la Comédie Française, vous ouvrez les coulisses de la maison de Molière pour jouer avec l'institution sans devenir institutionnel. C'est quoi ça? Stop, Jacques, faut moins de fumer là, on avait dit une brume. Ah ben moi ça va pas être possible, hein. Comment ça va pas être possible? Vous avez le profil idéal. Évry, années 90, dyscalculique et dysorthographique, vous trouvez difficilement votre place à l'école. Orienté vers un CAP d'esthéticienne, vous hésitez entre danse orientale et théâtre. Ce sera la scène et cette langue dans laquelle vous ne vous sentez pas en faute. Vous enchaînez les écoles et les concours, le cours Florent où vous rencontrez Benjamin Laverne, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et vous tournez des sketchs dans la rue à la pause déj avec le collectif Yes vous aime. Après avoir si mal vécu l'école, vous entrez dans la plus prestigieuse des institutions, la Comédie Française, numéro de sociétaire 546. Vous y passez de la tragédie à Molière, de la comédie musicale à Feydeau. Votre Lucienne, de la puce à l'oreille, vous vaut même une nomination au Molière en 2020. Qu'est-ce qui vous fait supposer que ce soit moi qui... Mais parce que moi, voilà, ne sachant pas, je l'ai montré à votre mari. Elle a connu votre écriture. Qu'est-ce que vous dites? Elle est capable de vous tuer. Caramba! Internet reste votre autre scène. Dans Brut, vous parodiez les emballements de l'époque. Dans Moitié, vous auscultez le couple. Dans Fluide, vous cherchez à aimer autrement, sans tout faire déborder. Je te désire. Ben, moi aussi. Je désire aussi une meuf. Moi aussi. Pardon?
Le cinéma agrandit encore le terrain de jeu avec Le Sens de la fête ou Chers parents. Vous écrivez alors à plusieurs une comédie française sur la comédie française. Nourri d'histoires vraies de la troupe, tournée en 15 jours, le film transforme les coulisses en course contre la montre et rafle 4 prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Le collectif vous rassure, dites-vous ? Calmez-vous ! Il vous permet surtout d'oser. Vous aimez les artistes qui dirigent un peu plus foireusement. Chez vous, le doute n'est pas une faiblesse, plutôt une façon de laisser de la place aux autres. Voilà Pauline Clément de la Comédie Française, donc qui sort demain sur les écrans. Donc de la Comédie Française, nous sommes avec vous, comédienne donc de la Comédie Française, qui va mettre en scène donc sa première pièce, Macbeth. Nous sommes 3 heures avant, plus rien ne va se passer normalement ou comme ça a été prévu. Comment est né tout simplement ce film pour vous ? Alors déjà, je voulais faire un peu un pont entre ce que je faisais, les vidéos sur Internet, le collectif qu'on avait, tous ces sketchs d'humour et la Comédie Française où j'étais depuis très longtemps, enfin depuis 10 ans, c'est pas très long en fait, mais et je me suis dit, voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Et j'avais aussi cette idée, toujours des cauchemars d'acteurs qu'on fait. Je sais pas si vous faites ça avec les émissions, mais si. Voilà. Bon, moi, c'est toujours le même. J'arrive sur scène et on me dit, tu sais, tu devais faire la reprise de ce spectacle. Et je dis oui. Et on me dit, c'est ce soir. Et je dis, mais j'ai rien révisé. Tout le monde me dit, mais on t'avait donné la date. Et j'arrive sur scène et je dis, lancez-moi le début. Et on me lance le début. Puis rien ne sort. il y a rien qui vient. Il y a les spectateurs qui sont là et c'est horrible. C'est la honte universelle. Ça fait partie des cauchemars, en tout cas, de comédiennes et de comédiens. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous-même, alors que justement vous étiez à la Comédie Française, vous jouez des textes, on vous voit au cinéma aussi, pourquoi vous avez voulu écrire ? Je sais pas, cette histoire-là. Enfin, déjà, j'aime bien faire des projets. J'appelle ça à partir de la feuille blanche, d'arriver au début d'un projet et de créer un projet comme j'avais fait sur Moitié. Ça m'intéresse, quoi. J'aime bien ça. Choisir parler des couleurs, parler de plein de choses, des habits, du fond. J'adore ça. Et puis. Et petit à petit, on s'est dit qu'il fallait de toute façon quelqu'un de l'intérieur pour écrire. Moi, j'avais pas d'expérience d'écrire un film. Bertrand, Martin, ils avaient plus d'expérience. Martin, il avait déjà écrit un film. Les réalisateurs du film, ouais, c'est la Comédie Française. Bertrand, il avait déjà écrit une série, donc on s'est mis à écrire ça un peu comme ça, en sachant pas trop au début où ça allait aller, quoi. Alors, on va voir que pour monter une pièce, c'est pas seulement une histoire de texte ni de comédien. Il faut aussi cohabiter avec la technique. Et on va voir ce que ça donne à la Comédie Française. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? On a des projecteurs LED. Et le LED change la perception des couleurs. Ok, donc c'est... Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur une lumière continue. Ok, du coup... Non, mais attends. Du coup, chaque personne a sa propre échelle spectrale. Ah. Chacun voit une couleur différente. Hein ? Oui. Mais moi, personnellement, je la vois verte. Voilà, et Jacques, il la voit verte aussi. Je joue en chemise, comme ça, on se pose pas la question, tu vois. Voilà, ce sont les métiers de l'ombre qui sont ici mis en scène, techniciens, régisseurs, on a aussi l'habilleuse, la maquilleuse. Ils sont extrêmement drôlatiques dans votre film. C'est un parti pris, ça c'est un hommage aussi à ces seconds rôles au sein de la Comédie Française. En fait, c'est vrai que quand on parle de la Comédie Française, en fait, c'est pas que la troupe, quoi. Il y a 400 personnes qui travaillent dedans, ça grouille. C'est pour ça qu'on appelle ça la ruche. Il y a vraiment, quand tu arrives, tu dis bonjour à beaucoup de personnes. Dans les couloirs, voilà, il y a énormément de monde. Et puis, ils travaillent avec nous tout le temps. Ils font partie des spectacles. On les voit pas sur scène, quoique il y a de plus en plus de spectacles. Les jeunes saluent à la fin et tout ça. Mais ils sont là tout le temps. Donc, évidemment, il fallait qu'ils soient là dans l'histoire. Et là, on a un peu tiré un peu exagéré toutes les personnalités. Comme la troupe d'ailleurs. La troupe était très caricaturée, elle aussi, ce lieu désacralisé, ça aussi, c'était une volonté d'autodérision, beaucoup. Oui, c'est ça. Puis ça nous amusait d'exagérer un peu les choses. Puis on a pris des petites choses qu'on connaît. Ce régisseur, on l'a tous déjà croisé. Pas précisément lui, mais presque. Ou quelqu'un qui te dit « Ah, tu fais ton projet, c'est super. Ah, j'aurais pas fait comme ça. Non. Mais bon, c'est super. De toute façon, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. » On a déjà entendu ça plein de fois. Donc du coup, voilà. Ou l'habilleuse, de se dire qu'elle connaît tous nos défauts de nos corps et de s'imaginer qu'en plus elle est sans filtre. Oui, c'est ça. C'était parfait. Un mot aussi, une Clément, sur quelque chose peut-être moi j'ai découvert, peut-être que d'autres spectateurs découvriront, c'est à un moment il faut se poser la question, forcément parce qu'il y a un enchaînement de problèmes, d'annuler. Et en fait, on se rend compte que annuler, c'est si un comédien, une comédienne annule, vous devez rembourser la recette du jour. C'est-à-dire en gros, là-dedans, c'est 25 000 €. C'est vrai, ça. C'est sur nos contrats. Si un spectacle est annulé par notre faute, on doit rembourser la recette, sauf si quelqu'un nous remplace. Mais ça veut dire que quelqu'un arrive, il connaît pas le texte, peut-être même il connaît pas le spectacle, il prend une brochure et il fait les déplacements, il essaye et il dit le texte. Mais c'est un peu, il y a eu beaucoup après le Covid, là, quand on a
réouvert, mais que tous les gens qui avaient le Covid ne pouvaient pas être en contact avec d'autres personnes. Il y a eu beaucoup de remplacements comme ça, mais c'est vraiment casse-gueule. D'accord, oui, en effet. Là, ouais. J'imagine bien. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le portrait d'Olivier Boucreux, vous avez joué aussi dans de nombreux programmes courts qu'on a pu suivre sur Internet. Et on va voir que là, comme nous sommes à la télé, on va voir avec vous, Fanny, que la télévision est en train peut-être de devenir beaucoup plus sérieuse. Hein. Oui, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps encore, il existait nombre d'émissions 100% dédiées à l'humour, Service après-vente avec Omar et Fred, Les Nuls d'Alain Chabat ou Chantal Lobby, Groland, On ne demande qu'à en rire, ou même des émissions de satire politique pure, comme Les Guignols de l'info. Aujourd'hui, la plupart de ces émissions ont disparu. Est-ce à dire qu'on ne peut plus rire à la télévision ? Non, évidemment, mais l'humour a muté. La satire s'intègre aujourd'hui plutôt dans des émissions plus globales de divertissement ou d'information, sous forme de chroniques ou d'improvisation, ou dans des formats courts de fiction ou de parodie, comme Brut, sur lequel vous avez travaillé avec Bertrand Huskla. D'après vous, Pauline Clémence, quel est l'humour le plus efficace ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre en scène pour dénoncer ? Est-ce qu'il vaut mieux être directement dans la satire pure et dure ? Je sais pas, mais j'aimais bien avec Brut. Alors là, j'étais pas du tout dans l'écriture de Brut, c'était vraiment Bertrand et Martin, les réalisateurs, mais ils pouvaient prendre plein de sujets. Il y avait pas on pouvait ne pas savoir pour qui ils étaient, mais ils pouvaient tout critiquer dans tous les sens et en rire. Et c'est vrai que c'était très, très agréable à faire aussi. Puis de jouer des situations qui nous énervent, des trucs politiques qui nous scandalisent et de les craquer comme ça et de les prendre avec l'humour, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Peut-être qui vous fait rire aujourd'hui ? Qui me fait rire, Blanche Gardin, elle me fait rire, mais j'avais vu un de ses spectacles et j'étais presque bouche bée, comme je trouvais ça tellement bien écrit, comme entre le roman et le truc super drôle, quoi. Il y avait des choses tellement bien faites, tellement vraies. Et après, Alain Chabat me fait rire. Ouais. Alors, on l'a vu aussi, c'est vrai que vous n'hésitez jamais à parler de vous, de votre parcours de vie, de cette école finalement qui n'a pas été très efficace pour vous. Aussi, cette galère en sortant aussi de vos études de comédienne. En fait, ça n'a pas été simple tout de suite. Quand on voit aujourd'hui que vous êtes donc le numéro 546 sociétaire de la Comédie Française, qui est un peu le Graal aussi pour beaucoup de comédiennes et comédiens, est-ce que finalement c'est une manière de dire aux plus jeunes qui commencent aujourd'hui, qui galèrent aussi, qu'on peut y arriver? Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'on peut y arriver. Après, on reste toujours aussi timide, aussi. Oui. On apprend toujours, on est toujours un peu gauche et tout ça. Je sais pas si ça part vraiment complètement. Mais en fait, je me dis, chaque personne est forcément douée en quelque chose. Mais moi, on me l'a pas dit à l'école. On m'a juste dit, t'es pas forte à l'école. Et je me suis dit, peut-être si on m'avait fait faire du chant, peut-être si j'avais travaillé toute ma vie du chant, là, je pourrais vous faire un opéra. Je sais pas, je pourrais chanter. Et je me suis dit, pourquoi on m'a pas aider à trouver les points forts, quoi. Je pense que tout le monde a des points forts. Faut aller vers ça pour moi. Oui, tout simplement. Et est-ce que vous avez un petit conseil justement à donner à ces jeunes comédiens? Chercher le truc qu'on aime, puis aller vers ça. Puis aussi, nous, c'est vrai que ça nous a aidé de faire nos vidéos nous-mêmes, de se dire, allez, on se loue une caméra vite fait, un peu de son, on fait nous-mêmes. Des fois, on a fait le son, on faisait le montage nous-mêmes et faire nos propres trucs parce qu'on s'est dit que personne n'allait nous attendre, les bras ouverts. C'était sûr. Et en tout cas, maintenant, on vous attend pour ce film justement qui sort demain, qui s'appelle De la Comédie Française, réalisé par Bertrand Huskla et Martin Darando, et donc coécrit par vos soins. Comme quoi, vous ne verrez plus jamais la Comédie Française comme vous pensiez qu'elle était. Voilà, maintenant, on peut rire véritablement là-bas. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline Clément, d'être passée par le plateau de 28 minutes ce soir. Merci beaucoup. Allez, passons maintenant à notre débat. Lutter contre la vie chère, ramener la politique à hauteur de la population et mettre en place un plan pour transformer le Royaume-Uni en 10 ans. Le nouveau Premier ministre, Andy Burnham, a de l'ambition, mais peut-il réussir son pari alors que l'économie britannique patine? Comment contrer l'ascension du parti d'extrême droite Réforme UK? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Le 10 Downing Street a un nouveau locataire depuis hier, encore un. Conscient d'être le dernier d'une longue liste, Andy Burnham a pris ses fonctions entre enthousiasme et humilité. Je sais que vous en avez marre de la politique, je vous comprends. Et je veux être honnête avec vous, nous n'avons pas été suffisamment à la hauteur. On doit faire mieux. Et on le fera. Ancien maire de Manchester, surnommé le roi du Nord, Andy Burnham, qui a toujours soigné son look décontracté, a fait de son ancienne ville la vitrine de son programme pour la Grande-Bretagne. Je ne laisserai pas ce travail me changer. J'écouterai ce que les gens ont à dire et je nous remettrai en contact avec les gens ordinaires. L'obsession affichée des gens ordinaires.
Alors que le Royaume traverse une crise économique et sociale intense, les premières mesures d'Andy Burnham entendent réduire le nombre de sans-abri et s'attaquer à la vie chère. Il a annoncé hier vouloir supprimer la TVA sur l'électricité l'hiver prochain. Il a l'air d'avoir plein d'idées et il a fait de bonnes choses à Manchester. Les hommes politiques veulent plaire à tout le monde. Résultat, ils ne satisfont personne et ne font avancer aucun projet concret avant la fin de leur mandat. Et s'il y a bien un dossier qui divise, c'est celui de l'immigration. Tout en maintenant la très ferme ministre de l'Intérieur à son poste, Andy Burnham a d'ores et déjà annoncé vouloir abandonner le projet de carte d'identité numérique qui visait à mieux cartographier la présence de travailleurs clandestins dans le pays. À contre-courant, le Premier ministre l'est aussi sur l'Europe. Européen convaincu, marié à une Hollandaise, Andy Burnham a voté pour rester dans l'UE. Il a aussi réaffirmé dès le premier jour son soutien, dit indéfectible, à l'Ukraine. Alors que l'extrême droite de Nigel Farage, qui a orchestré et obtenu le Brexit, caracole en tête des sondages, Andy Burnham est-il la dernière chance des travaillistes anglais? Peut-il représenter un espoir pour les gauches européennes? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons John Henley. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant Europe pour le quotidien The Guardian. Selon vous, Andy Burnham s'affiche comme l'anti-Starmer par excellence, mais il sera, dites-vous, contraint de gouverner au centre. Son ambition est de rompre avec l'héritage Thatcher et d'agir pour des citoyens frappés de plein fouet par la hausse du coût de la vie. À vos côtés, Thibaut Arroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique contemporaine, Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste politique étrangère britannique. Selon vous, Andy Burnham veut gouverner à la manière du manchesterisme, un modèle fondé sur la décentralisation du pouvoir. Son idée serait de redonner de la force aux autorités locales afin qu'elles mettent en œuvre des politiques en faveur des services publics de proximité. Et puis Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Selon vous, Andy Burnham dispose d'une expérience internationale assez limitée, mais il ne faut pas s'attendre, dites-vous, à un bouleversement. Le soutien à l'Ukraine restera le même. Quant au Brexit, il ne pourra pas revenir dessus. Ce n'est plus un sujet central, dites-vous, pour les Britanniques. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 7, car Andy Burnham est le 7e Premier ministre britannique en 10 ans depuis 2016 et le référendum sur le Brexit. Alors, on se souvient peut-être de David Cameron ou de Boris Johnson, un peu moins sans doute de Liz Truss ou encore de Rishi Sunak. Cette instabilité politique britannique, John Henley, elle est due à quoi? Au Brexit, à la fin du bipartisme, aux institutions elles-mêmes? Un peu tous les trois, je pense. Je pense que le Brexit y est pour beaucoup. Hein. C'est la plaie qui ne guérit pas. C'est quelque chose qui a posé indéniablement des problèmes à l'économie et à la croissance britannique. Mais surtout, c'est une question, comme vous avez dit là, que c'est une question que toute la classe politique britannique préférerait d'oublier. Personne ne veut refaire ses arguments. C'était quelque chose qui a tellement... qui représente un tel clivage et qui est tellement vraiment presque un traumatisme pour l'électorat, voilà, que les gens ils préfèrent l'oublier. Mais il y a évidemment aussi de vrais problèmes structurels avec la Grande-Bretagne, notamment économiques. On va en parler de oui. Ça, John, dans un instant. Mais juste avant, Anne-Elisabeth Moutet, hier, justement, Andy Burnham a fait son premier discours devant donc la résidence, le Dean Downing Street. Comment vous l'avez vu, vous, comme une rupture politique par rapport à Keir Starmer ou une rupture de ton, simplement? Alors, rupture politique, pas vraiment, mais c'est plus qu'une rupture de ton, parce qu'en gros, il est bien conscient que Keir Starmer n'a pas réussi son coup pendant les 2 ans à peu près où il a été Premier ministre, et donc il a dit « je ne suis pas responsable du passé », et il y a eu des échecs. Oui. Donc, malgré tout, ça consiste à dire « je vais faire autre chose », ce qui n'est jamais sympathique pour son prédécesseur, mais ce qui est aussi nécessaire, parce qu'il se trouve dans une situation où il y a 2 ans, les travaillistes avaient gagné avec une large majorité, c'était un raz-de-marée bleu, donc c'était, un raz-de-marée rouge, je suis en train de penser en termes américains, c'était un raz-de-marée rouge, et il y avait, après
tous ces premiers ministres successifs conservateurs qui s'étaient tous plantés. Il y avait vraiment l'impression que, enfin, de l'air frais, et on pensait du bien de Keir Starmer, qui était le procureur général du pays, qui avait la réputation avant, puisqu'on passe de la profession d'avocat à la profession de juge en Angleterre, on passe à la profession d'avocat à celle de ce qu'il faisait, c'est-à-dire un poste dans la magistrature, pour tout le pays. Il a gaspillé tout le goodwill, toute la sympathie qu'on peut avoir pour le parti qui arrive au pouvoir après que les autres soient restés plus de 15 ans. Il y a pourtant une différence de vision. Je propose de regarder Keir Starmer. Il est à quelques minutes de rendre les clés du 10 Downing Street. C'était hier. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, and I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Quelques minutes plus tard seulement, le successeur Andy Burnham va prendre la parole au même endroit. Il dira tout l'inverse. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous devons faire mieux. Thibaut Arroy, c'est un profond désaccord sur l'état même du Royaume-Uni entre ces deux hommes ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un profond désaccord, mais en réalité, il y a une volonté, comme tout Premier ministre, quand il arrive au pouvoir, de dire, voilà, j'apporte quelque chose de nouveau. Et il ne peut pas se présenter devant la population qui ne l'a pas élu, puisqu'il n'y a pas eu d'élection cette année, sans dire et sans justifier que son plan pour prendre le pouvoir était justifié et qu'il n'a pas quelque chose de plus à apporter que son prédécesseur. Mais le mandat reste celui de 2024, il n'y a pas eu d'élection depuis, donc c'est le programme de 2024 qui reste celui sur lequel les électeurs ont voté, et il faudra malgré tout qu'il ménage à la fois de la nouveauté, mais aussi qu'il fasse qu'il se mette dans la continuité du gouvernement précédent. Alors, vous avez bien fait de rappeler, en effet, il est travailliste. Il faut bien signaler, il n'y a pas eu d'élection, donc c'est le même camp que Starmer. Mais un mot tout de même sur sa personnalité, John Henley. Andy Burnham, alors on l'a vu, alors c'est vrai qu'on ne le connaissait pas forcément en France, donc maire de Manchester, très grosse ville en Grande-Bretagne. On l'a vu, il est très présent sur les réseaux sociaux. Il est supporter d'Everton, on le voit toujours avec une bière à la main, une Guinness. Alors il est catholique également, il parle toujours de rock, il dit toujours qu'il aime Oasis, des choses comme ça. C'est quoi cette image qui s'est construite en fait ? Il est aussi populaire qu'il veut le dire ? Il essaye bien de le montrer. Il a quand même fait Cambridge. Oui. Et il a quand même été à 2 reprises. Il a été ministre de la Santé sous Gordon Brown. Il a été au ministère des Finances avant. Donc il a une expérience du gouvernement central aussi. Mais c'est clair qu'il veut se projeter comme étant proche du peuple. Il est très très fier de ses racines comme Northerner, donc un homme du Nord. Le roi du Nord, on le dit. On l'appelle le roi du Nord, justement, et ça s'accorde très bien avec la politique, évidemment, qu'il a annoncé, qu'il a commencé à esquisser ces derniers jours, de vraiment vouloir décentraliser le pouvoir en Grande-Bretagne, notamment vers le Nord. Vers le Nord, c'est ça. Anne-Elisabeth Moutet, quand il dit Burnham qui veut le retour du Labour qu'il connaissait auparavant, concrètement, ça veut dire quoi ? Il parle de quel Labour, quel parti ? D'abord, il voudrait le retour du Labour qui gagne les élections. Or, Keir Starmer, franchement... On se rappelle, en effet, au mois de mai, il y a eu une vraie claque électorale pour le Premier ministre Keir Starmer aux élections locales. Oui, alors, c'est intéressant parce que Keir Starmer, qui avait un capital de sympathie, il a tout de même fait un très sale coup à Andy Burnham il y a plusieurs mois, et ça consistait à lui interdire de se présenter à une partielle, puisque en Grande-Bretagne, on ne peut être dans le gouvernement, et a fortiori Premier ministre, que si on est au Parlement. C'est obligatoire. Et du coup, quand les choses ont finalement se sont passées de tellement mal, de mauvais cas, que le parti n'a plus manifesté sa conscience à Keir Starmer et qu'il a fallu rappeler Burnham, on a refait une élection locale pas très loin, dans un endroit pas très loin de Manchester, et il a gagné extrêmement bien. Il a battu Reform, qui est la plus grande menace pour le moment, le parti de Nigel Farage. Et donc, en gros, il revient auréolé malgré tout de cette popularité, et il veut absolument rappeler qu'elle existe. Mais Thibaut Arroy, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que quand il parle il veut faire la plus grande révolution, même au sein sociale, en gros, pour la Grande-Bretagne, ça veut dire que si on doit le situer très concrètement par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent, par rapport à Keir Starmer, il est plus à gauche que Keir Starmer, par exemple ?
On a dit ça beaucoup, mais en réalité, il va devoir composer avec un parti qui est extrêmement divisé. Et donc, il n'est pas tout à fait sûr qu'il fasse une politique beaucoup plus à gauche que son prédécesseur, puisqu'il va falloir financer tout un tas de politiques qui sont toutes jugées prioritaires, que ce soit la défense, que ce soit les politiques de santé, les politiques d'aide sociale, le logement. Et tout ça est mis sur la feuille de route du nouveau gouvernement. Et donc, ça va être un jeu de négociation et aussi un jeu entre les différentes factions du Parti travailliste pour montrer comment il arrive à contenter les uns et les autres. John Ellis, c'est tout ce qui a été cassé par Thatcher. Tony Blair aussi ? Faut dire que Tony Blair, je pense que quand Andy Burnham a dit dans son discours devant 10 Downing Street que le pays avait pris une mauvaise direction, trop de privatisation, trop de centralisation, trop de désindustrialisation, etc. Il visait très clairement Margaret Thatcher, mais ce qui était évidemment impliqué dans ça, c'est que le parti travailliste de toute façon, sous Tony Blair et Gordon Brown, a suivi dans les pas de Margaret Thatcher. Ils n'ont jamais remis en cause ces réformes quand même très controversées à l'époque. Et oui, je pense donc qu'il fait référence à une époque où le gouvernement était bien plus interventionniste, bien plus régionaliste qu'il ne l'est en ce moment. Le problème, c'est que les années 70, c'était aussi une époque où la Grande-Bretagne, c'était l'homme malade de l'Europe. Il y avait des montagnes de déchets dans les rues, il y avait des coupures d'électricité, il y avait des bail-outs, des packages de secours du FMI, etc. Anne-Elisabeth Moutet, on le voit tout de même les premières mesures là. On le voit, Andy Burnham, donc il a dit qu'il voulait supprimer la TVA des factures d'électricité des Britanniques. Il a dit qu'il fallait rapprocher la politique des gens. Ça veut dire que là, on voit déjà une indication véritablement de ce qu'il pourrait faire ou pas, s'il a les moyens de le faire, c'est-à-dire une politique plus interventionniste. Alors, la question, c'est effectivement les moyens. Le budget britannique n'est pas tout à fait en aussi mauvais état que le budget français, mais il n'en est vraiment pas loin. Oui, c'est ça. Donc, il y a peu de marge de manœuvre. Donc, la bataille va être moins avec la gauche, il en a pas pris, la gauche dure, dont il n'a pas pris beaucoup dans son gouvernement, parce qu'il les aime pas spécialement, que deux aspects du Parti socialiste, du Parti travailliste, ceux qui veulent directement l'intervention de l'État et ceux qui pensent qu'il peut y avoir des coopératives et une action générale pour l'économie. Le mutualisme, l'interventionnisme, la décentralisation, c'est ça ce qu'on appelle le manchesterisme, le modèle à la Manchester qu'il veut imposer. Maire de Manchester, à la base. Oui, c'est ça, il était maire. Alors, il faut rappeler Manchester, mais en fait du grand Manchester, c'est-à-dire plutôt qu'une ville, c'est même une mini-région qu'il gouvernait. Et il a appliqué tout un tas de recettes qui ont eu un certain succès pour Manchester, pour redynamiser notamment un certain nombre de politiques, pour attirer les investisseurs. Il a beaucoup agi. On voit à l'écran là les mesures justement. Alors on le voit quand même. Il y a eu en effet une réussite, quelques réussites, et puis d'autres qui n'ont pas été jusqu'au bout. Oui, alors dans le cas, alors là, en effet, si on montre ce qui relève des politiques sociales, l'action directe du gouvernement de Manchester n'a pas été aussi fructueuse, mais malgré tout, c'est une ville qui économiquement a rebondi depuis les années Thatcher. Et donc c'est là qu'on se dit peut-être qu'il y a des recettes qu'on pourrait appliquer au niveau national, justement en donnant davantage de pouvoir à toutes ces régions qui existent à l'intérieur de l'Angleterre, mais aussi ailleurs dans le pays, pour essayer de leur, ce qu'on appelle les pouvoirs dévolus, donc de donner davantage de pouvoir à ces autorités locales, et ne pas tout attendre du gouvernement de Londres, de Westminster, qui ne serait pas à même de répondre à des spécificités qui sont propres à chaque coin du Royaume-Uni. John Ellis, c'est possible ça, parce que là, Manchester, la région de Manchester était très bien portante, économiquement parlant. Là, on parle d'un pays qui va mal. C'est clair que c'est un pays qui va mal. Oui, économiquement, on parle d'une baisse du PIB d'entre 4 et 8% selon les estimations depuis le Brexit. Il y a un manque d'investissement, mais criant. Il y a les inégalités en Grande-Bretagne sont plus importantes que dans
presque tout autre pays de l'Europe de l'Ouest. Il y a une manque aussi qui a été très, très bien documentée, une manque extrême de productivité par rapport à d'autres pays européens. Donc c'est quelque chose qui exige une médecine extrêmement forte. Et comme a dit Anne-Elisabeth, je pense que la question principale, c'est d'où est-ce que Andy Burnham va trouver l'argent pour énergiser tout cela. On est très proche avec les Français, vous voyez. C'est ça. Alors, on va le voir avec vous, Fanny, aussi, que parmi les missions que s'est imposée Andy Burnham, il y a aussi celle de contenir, il l'a dit, l'extrême droite et de son parti Reform UK. Oui, Andy Burnham clame, effectivement, on en parlait, que sa priorité, c'est la sauvegarde, la relance de l'économie, le niveau de vie des Britanniques, mais il est effectivement attendu aussi sur le thème de l'immigration. Il faut dire que le sujet est en tête des préoccupations des Britanniques. Les 2/3 d'entre eux jugent que l'immigration est trop élevée. Et ce thème de l'immigration porte aussi Nigel Farage, on en parlait, et son parti Reform UK dans l'opinion. Le parti anti-immigration est aujourd'hui premier dans les sondages pour les prochaines élections législatives. Ce sera en 2029. Résultat, Andy Burnham, lui aussi, affirme que l'immigration doit diminuer. Il a d'ailleurs voté la semaine dernière pour le projet de loi du précédent gouvernement qui durcissait les règles en matière d'immigration, par exemple en divisant par 2 la durée des titres de séjour pour les demandeurs d'asile, en rendant plus difficile l'obtention d'un titre permanent pour ces mêmes demandeurs d'asile, en obligeant toujours les mêmes, les réfugiés dont le pays a été jugé par la suite sûr à rentrer chez eux, ou encore en limitant les recours devant la justice européenne lorsque ces recours visent à empêcher l'exclusion de clandestins. Dans le même temps, tout de même, Andy Burnham est soumis aux pressions venant de son propre rang, de son propre parti, le Labour, pour assouplir certaines dispositions de son texte. Et il a également déjà annoncé qu'il renonçait à un projet de carte d'identité numérique. C'était une mesure prise par son prédécesseur, donc Keir Starmer, qui était censée lutter contre l'immigration clandestine et le travail illégal. Thibaut Arroy, sur ce thème de l'immigration, Andy Burnham, est-ce qu'il peut contrer efficacement Reform UK, ses adversaires, sans les copier pour autant? Le problème, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire qu'en parlant d'immigration, on accepte les prémices qui sont mises par Reform UK. C'est eux qui imposent constamment ce thème dans le débat public et qui reviennent sans cesse à ce thème en accusant les immigrés d'à peu près tous les maux dont le Royaume-Uni serait malade. Mais il y a peut-être un moyen à la fois de donner des gages à ceux qui, en réalité, veulent faire baisser l'immigration, mais aussi de mieux accueillir et de peut-être parler différemment de l'immigration. Et c'est certainement là-dessus qu'on attend aussi le Parti travailliste, d'avoir un discours qui soit différent, même s'ils adoptent ce thème, de ne pas répéter systématiquement la façon de traiter le sujet de Reform UK, même si pour l'instant, c'est malheureusement le chemin qui a été pris par les gouvernements successifs, de vouloir absolument mettre fin notamment aux arrivées d'immigrés via les petites embarcations qui traversent la Manche, mais aussi l'immigration de manière générale, alors que l'immigration est en hausse et que le solde migratoire, au final, n'est pas si important au Royaume-Uni, ce qui montre que ce débat est démesuré. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix aujourd'hui, en gros, ce nouveau Premier ministre comme le précédent, Elisabeth Moutet, quand on voit les manifestations qu'il y a eu aussi à Londres, il y a eu en septembre dernier 1 million de personnes contre justement l'immigration, il y a eu au mois de mai dernier également ces manifestations monstres dans la capitale britannique. En gros, ils suivent le vent, en fait, tout simplement, aujourd'hui, le vent des sondages. Alors, il suit certainement le vent des sondages et on voit très bien déjà que certaines de ces décisions, y compris celle qui consiste à s'opposer à la Cour européenne de justice et à dire la Cour européenne de justice n'a plus à décider, puisque nous sommes sortis de l'Europe, n'a plus à décider les mesures que nous devons prendre. C'est d'autant plus intéressant que les conditions que l'Europe a faites et qui ont été très dures, Michel Barnier et ses copains ont été extrêmement efficaces contre des négociateurs de conservateurs mauvais, mais les conditions pour la circulation d'un certain nombre de biens britanniques en Europe, dans l'Union européenne, c'était justement d'obéir à un certain nombre de règles européennes. Alors ça, c'est quelque chose qui est mal vécu pour les Britanniques, qui disent déjà on souffre suffisamment des conséquences, c'est une mauvaise chose. D'autre part, les questions d'immigration, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a que Nigel Farage surfe dessus et puis c'est son seul sujet. Il n'est absolument pas compétent pour le reste. Mais que simplement les nombres, c'est-à-dire le poids d'un certain nombre d'immigrés récents,
Sur simplement le fonctionnement des services publics, c'est pareil qu'en France. Ouais, c'est ça. Alors, on va vite faire un tour aussi, parce que tout ça, c'est vrai qu'au début, on parlait d'un phénomène qui a marqué l'histoire, c'est le Brexit, forcément. Et notre archive du jour nous ramène en 2016, justement, il y a 10 ans, en pleine campagne du référendum sur le Brexit. Andy Burnham, alors jeune député, s'engage pour que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Un message pas forcément entendu à l'époque. Well, I think this vote is very close. It is on a knife edge. People now really need to decide what kind of country they want Britain to be in the future. How we will be seen by the rest of the world. These are the major questions that this referendum comes down to. And I'm quite clear, a vote to leave is a vote for isolation, and that cannot make sense in a volatile and changing world. Bon, 10 ans plus tard, la réalité est là, le Brexit est bien là. Andy Burnham a dit il y a quelques mois dans un podcast au Guardian qu'il souhaitait revoir le Royaume-Uni dans l'Europe de son vivant. Pourtant, bon, c'est plus vraiment sa priorité. Est-ce que ça veut dire, John Henley, que c'est une girouette? Ou peut-être, qu'est-ce que nous, les Français, peut-être les Allemands, devons attendre de cette relation aujourd'hui avec le nouveau? Oui, il a depuis cette interview avec The Guardian, il a dit que ce n'était pas un projet pour l'immédiat. Ouais. Hein. Il ne voulait pas avoir la Grande-Bretagne, il ne voulait pas rouvrir ce débat tellement pénible. Cela dit, je pense que il y a des perspectives intéressantes pour un rapprochement plus important entre la Grande-Bretagne et notamment sur cette question parce que la politique intérieure d'Andy Burnham, cette politique un peu régionaliste, un peu de décentraliser l'économie, de décentraliser le pouvoir, ça s'aligne quand même pas mal avec plusieurs projets européens, la Comité des régions, l'investissement régional, etc., qu'aime bien l'Union européenne. Donc les experts trouvent qu'il y a un chemin pour un rapprochement plutôt pratique, plutôt régional. Thibaut Harrois, rapidement, Donald Trump s'est félicité de l'arrivée d'Andy Burnham au pouvoir, pour gouverner la Grande-Bretagne. Il l'a qualifié d'extrêmement libéral. Oui. Est-ce que finalement ça le correspond bien? Non, mais je ne sais pas ce que pense Donald Trump et ce qu'il avait vraiment en tête quand il a dit ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait beaucoup critiqué Keir Starmer. Et donc peut-être que c'était une manière aussi de dire, voilà, enfin, on change de Premier ministre. Et c'est peut-être aussi une façon de lui prêter des intentions dans le but d'espérer que le nouveau Premier ministre suive un petit peu plus la politique que Trump aimerait voir appliquée au Royaume-Uni. Mais rien n'est moins sûr, puisque la difficulté pour le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est de ménager, certes, cet allié principal que sont les États-Unis, mais aussi de continuer le rapprochement avec l'Union européenne et le rapprochement avec les principaux alliés en Europe, la France, l'Allemagne, etc. Merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre ce soir donc, sur ce nouveau Premier ministre britannique. À suivre les chroniques de Marjorie Adelson et de Théophile Cossa. Nous irons à Naples à la découverte d'une nécropole antique retrouvée par des archéologues sous une usine de pâtes. Et oui, c'est original. Avant de partir sur les traces des auteurs d'incendies et de comprendre comment ça marche d'enquêter sur les feux de forêt. Mais tout de suite, rejoignons Victor de Quiver, le petit prince de la culture G. Une question, une réponse. Et les sujets les plus existentiels deviennent faciles. Ce soir, vous dînerez moins bête, les transports en commun ont-ils été inventés par un philosophe? Les transports en commun ont-ils été inventés par un philosophe? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Au milieu du XVIIe siècle, Paris grouille de monde. On se déplace à pied, à cheval, en chaise à porteur. C'est lent, c'est fatigant. Blaise Pascal, le philosophe des pensées, observe ce chaos urbain et il a une illumination. Et si on organisait tout ça, avec des carrosses qui suivent des itinéraires fixes, avec des horaires réguliers et un tarif unique de 5 sols, ce qui correspond tout de même à la moitié du salaire journalier d'un ouvrier. Peu importe le nombre de passagers, le carrosse part. Pascal s'associe alors avec le duc de Rouennais, le marquis de Crénan et le marquis de Sourches. Ils obtiennent le privilège royal le 19 janvier 1662, le monopole. La première ligne démarre le 18 mars 1662, de la porte Saint-Antoine au Luxembourg, 3,4 km via le Châtelet et l'île de la Cité. 7 carrosses tirés par 4 chevaux, 8 places chacun. C'est comme un métro, mais avec des chevaux. Et les premières semaines, c'est le succès. Gilberte, la sœur de Blaise Pascal, raconte. Dès la première matinée, les carrosses étaient pleins. Et l'après-midi, il y avait une si grande foule qu'on ne pouvait pas les approcher. Louis XIV fait venir un carrosse à Saint-Germain-en-Laye pour l'essayer. En quelques mois, 5 lignes sillonnent Paris. Un carrosse toutes les 7 à 8 minutes. Mais
l'aventure va tourner court. Car avant même le premier départ, le Parlement de Paris exclut les domestiques, les ouvriers et les travailleurs manuels de ce transport en commun. Les carrosses, disent-ils, sont réservées aux bourgeois et gens de mérite. En excluant 90% de la clientèle potentielle, le Parlement tue le système dans l'œuf et l'engouement retombe vite. Les riches seuls ne suffisent pas, on augmente les tarifs, mais ça n'arrange rien. Blaise Pascal meurt en août 1662, à 39 ans. Les carrosses survivent jusqu'en 1677, puis disparaissent. Il faudra attendre 1826 pour que Stanislas Baudry relance l'idée à Nantes avec l'omnibus, cette fois ouvert à tous. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quiver. Et c'est vrai que je dîne beaucoup moins bête depuis le début de cette séquence. Je tiens à le dire. Voilà, à mes convives de repas. Allez, il est temps de les retrouver. Marjorie Adelphon et Théophile Cossa. On commence avec vous, Marjorie. On part en Italie ce soir, où une nécropole vient d'être découverte dans un drôle d'endroit. Oui, sous une usine de pâtes. On ne pouvait pas faire plus italien. C'est en voulant agrandir leur entrepôt à Gragnano, près de Naples, que les gérants de l'entreprise se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Les archéologues dépêchés ont comptabilisé 85 sépultures au total. 16 adultes, 4 enfants, 15 nourrissons ont déjà été recensés. Tous auraient vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ et se faisaient donc discrets à renifler les odeurs de pâtes depuis plus de 2600 ans. Alors il y a quelques jours, ces fouilles ont donc été exposées à Gragnano, qui jusque-là était surtout connue pour être la capitale mondiale de... Des pâtes. Des pâtes, exactement. Et même le ministre italien, de la culture, avait fait le déplacement. Il faut dire qu'en même temps que c'est une petite révolution. Oui, car l'état de conservation est exceptionnel. En cause, les tombes qui ont été fabriquées en tuf volcanique. Il s'agit d'une roche qui est formée justement de débris volcaniques. Elle est étanche et elle protège donc parfaitement l'intérieur des 2600 ans de pluie, boue et autres aléas climatiques. Alors souvent, dans les fouilles, vous le savez peut-être, on retrouve des objets métalliques parce que ce sont des matériaux qui résistent au temps. Cette fois, on a exhumé des tissus, des objets en bois, des paniers en tresse végétale, mais aussi un flacon de parfum en forme de sirène. Vous le voyez, le tout en très bon état. Les archéologues espèrent ainsi mieux comprendre les modes de vie de ces populations, car les vestiges organiques de cette période, c'est extrêmement rare. Alors justement, qui sont ces gens retrouvés dans cette nécropole ? Des personnes extrêmement riches, une élite, et c'est la qualité du mobilier qui fait dire ça aux chercheurs, comme quoi, même pour le dernier voyage, mieux valait avoir le portefeuille bien garni. Alors justement, quel était le summum du luxe de l'époque ? Des ambres en forme d'animaux, des bijoux, des pièces de bronze d'origine étrusque et même des scarabées égyptiens. Tout ça a été retrouvé dans les sépultures, autrement dit, des objets importés. Alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? Que soit ces communautés voyageaient elles-mêmes jusqu'en Égypte, soit, et c'est le plus probable, qu'il existait un réseau commercial qui reliait Naples à l'Égypte et plus généralement à la Méditerranée orientale. En tout cas, le mystère, lui, il sera bientôt éclairci, car certains graffitis ont été retrouvés dans ces sépultures avec le nom des personnes. Voilà donc un site archéologique de plus dans la région de Naples. Pompéi a de quoi être jalouse. Ah oui, en effet, oui. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, Théophile, on passe avec vous, avec la France qui n'en finit pas avec les incendies. L'été s'annonce record aujourd'hui, donc c'est en Gironde, dont on parle beaucoup sur cet incendie. Hier, c'était dans le Var, en Haute-Corse, en Loire-Atlantique. Les pompiers, bien sûr, sont mobilisés pour les éteindre, mais aussi comprendre leurs origines. Alors justement, enquêter sur les origines des feux de forêt, comment ça marche ? Je vous présente les enquêteurs du feu, les membres de la cellule de recherche des causes et circonstances des incendies. Des cellules départementales, il en existe surtout dans le sud, mais elles se développent de plus en plus, qui rassemblent des experts en comportement du feu, donc des pompiers, des agents forestiers de l'ONF et des gendarmes formés aux techniques de la police scientifique. Oui, car ces enquêteurs bossent comme sur des scènes de crime. Leur job, trouver d'abord ce qu'on appelle le point chaud originel, là où le feu s'est allumé. Donc il faut les imaginer, rechercher le moindre indice dans des paysages de désolation, au milieu des cendres encore chaudes, sur des centaines, voire des milliers d'hectares. Alors comment ils font justement pour trouver ce point d'allumage ? En fait, schématiquement, un feu de forêt, ça avance souvent en V. L'idée pour les enquêteurs, c'est de faire le chemin inverse qu'a fait le feu, pour remonter à son origine. Pour ça, ils inspectent tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc, une pierre qui est marquée par la suie d'un côté, mais pas de l'autre,
peut indiquer de quel côté le feu est arrivé. Le reste d'un arbre qui a partiellement brûlé signifie peut-être que le feu n'était pas encore à son pic. Petit à petit, comme ça, il remonte jusqu'au point d'embrasement qu'il repère parce qu'en général, à cet endroit, ça n'a pas brûlé pareil. Au début, la flamme était toute petite. Elle s'est étalée de manière désordonnée. Ça, c'est un signe pour les enquêteurs. On utilise aussi maintenant des caméras thermiques dans des avions ou dans des drones qui vont filmer d'en haut les contrastes de chaleur au sol pour repérer le point chaud originel. Place ensuite au relevé, toujours comme sur une scène de crime. Ils vont placer des petits repères jaunes autour des indices qu'on voit sur l'écran qui vont être photographiés avant d'être mis sous scellé, puis envoyés au labo. Alors les indices, vous imaginez, c'est pas forcément un mégot avec de l'ADN dessus qui serait comme ça, épargné, encore intact là par miracle. Ça peut être aussi tout simplement de la terre qui serait, pourquoi pas imbibée d'essence, vous voyez. Et puis ils vont procéder par élimination. Est-ce qu'il y a une ligne électrique à côté ? Un chantier, des résidus. Par exemple, pour les incendies de Fontainebleau, c'est l'étincelle d'une disqueuse utilisée par des ouvriers qui serait à l'origine du premier feu. Alors vous vous en doutez, ça ne marche pas à tous les coups, mais dans certains départements, les enquêteurs trouvent maintenant l'origine de plus d'un feu sur deux. Un chiffre à ne pas oublier, 90% des feux de forêt sont d'origine humaine. Alors la majorité sont involontaires, le mégot, le barbecue, mais 30% d'entre eux sont volontaires et malveillants. Pyromanes, vous êtes prévenus, les enquêteurs sont à vos trousses. Merci beaucoup Théophile, merci mes amis. À suivre sur Arte votre série animée Putain de chat avant de plonger. Mais je vous conseille à distance, dans un portrait croisé effrayant mais essentiel face aux deux plus grands dictateurs européens du XXe siècle, à savoir Hitler et Staline. Ça ne se rate pas bien sûr, nous on se retrouve demain dès 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes. Allez, tchuss.